excusez-moi du terme, merde quand on a envie de le dire. Et ça, savoir dire non tout en... Merci de le dire de manière technique, mais c'était sa phrase. Et moi, je suis née au temps, il n'y avait pas Internet, c'était la chaîne marocaine unique en noir et blanc. Et un film que j'ai vu à l'âge de 7 ans et demi, 8 ans, c'est Il est minuit, Dr. Schweitzer. Oui. C'est un médecin autrichien, si je me rappelle bien, qui a décidé de mettre le soin au service des plus démunis, donc il était en Afrique. Et moi, j'ai juré que ce que je ferais, c'est être médecin, soigner, mais le soin comme une relation d'aide. Cette inspiration, c'était, vous avez quel âge? 7 ans et demi, 8 ans. 7 ans. Donc là, pas changé. Vous êtes encore plus précoce. Moi, c'était 15 ans, mais vous, c'était 7 ans. 7 ans et demi, 8 ans. Et je le vois, là, je vous parle, et je vois la pirogue, et je vois le médecin. Après, j'ai commencé, bon, bien sûr, à faire de la médecine. J'ai eu mon... Médecine, vous l'avez faite au Maroc? J'ai fait Maroc, je suis rentrée à la faculté de médecine. Donc, l'école fonctionnait encore très bien? L'école, mon père nous a mis chez l'école des bonnes sœurs, parce qu'il a mis tout ce qu'il pouvait sur la qualité. Donc, lui, il a dit éducation, éducation, éducation. On n'a pas d'héritage, il nous a dit, c'est le plus beau des cadeaux. Mais là, donc, clairement, et j'ai bossé comme une dératée, parce que j'adorais étudier. Et on partait pas en vacances, je lisais beaucoup, j'étais un rat de bibliothèque. C'est quoi votre livre de chevet aujourd'hui? Si vous aviez un livre de chevet en dehors de... Indignez-vous de Stéphane Hessel. Ah, il est super. Pour moi, c'est un des plus beaux, il est short, court. Exactement. C'est même pour ceux qui aiment bien les livres un peu à la McDonald's, il est court, mais il est d'une profondeur. Ah, mon Dieu. Exactement. C'est surtout, il ne faut pas qu'on devienne, qu'on accepte que tout, qu'on voit les homeless, que ça devient normal. On voit ça. C'est-à-dire que je ne demande pas qu'on soit dans la révolte, mais qu'on s'indigne, parce que si on commence à accepter tout, c'est un autre monde. Mon deuxième, quand je suis arrivée à la faculté de médecine, ma première année, j'ai fait mes 16 ans en première année de médecine, donc j'étais toute petite, très timide, et puis j'ai vu tous ces grands gabarits. Là, du coup, je crois que j'ai fait ma puberté et mon adolescence, là, parce que pour survivre, c'était une bonne école aussi, dans ce monde, il fallait le prouver. Et puis, j'ai eu l'avantage d'avoir 3 professeurs qui ont été marocains, qui étaient mes idoles. Professeur Harouchi Rahmou. C'était un grand monsieur. Un grand monsieur, pédagogue, et la vocation. Mouila Idriss L'Alaoui, un animateur à Rabat, je l'adore. Et professeur Alami, chirurgien pédiatre, qui a donné sa vie. Et donc, moi, ces personnes, je les ai mis sur un piédestal. Parce que c'était la vocation, c'était pas gagner sa vie pour avoir la super maison que je n'ai pas d'ailleurs, résidence secondaire ou une voiture. C'était réellement le soin et ne pas compter son temps parce que c'est des vies humaines. Parallèlement, j'étais très curieuse. Martin Luther King, I have a dream. Et en fait, c'est 60 ans aujourd'hui. Et pour moi, Nelson Mandela, Patrice Lumumba, ceux qui ont cru à des causes et ont été capables de donner leur vie. Juste voilà, qui sont partis jusqu'au bout, qu'on ne retrouve plus maintenant. Jusqu'au bout. Donc moi, c'était mes leaders. Et j'avais mis la barre haute et j'avais besoin de leur ressembler. J'avais besoin d'arriver à ce niveau-là. Donc aller au bout du bout, le plus loin. Y croire, indépendamment de votre vie, parce que c'est tellement puissant. C'est de l'adrénaline, hein. C'est vraiment de l'adrénaline, hein. C'est un dopant. Un dopant quand on croit à une cause et de la passer, quoi. C'est capital. Et donc cette jeune médecin, donc quel est le lien aujourd'hui avec Betty? Parce qu'effectivement, on peut dire qu'il y a les enfants, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit ben non, cette injustice, je peux pas la laisser comme ça, et je mets mon énergie, puis maintenant le nom, ça veut dire que tout le monde connaît Betty. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de l'enfant brillante qui aurait pu avoir un parcours peut-être de grand médecin à l'international? Parce que beaucoup de gens ont dit que vous étiez pédiatre, donc beaucoup de gens vous connaissent sur la casquette Betty, alors qu'on le voit bien, vous êtes d'abord médecin. Après, quand on vous fréquente un peu, on comprend que vous êtes médecin, mais qu'est-ce qui a fait, est-ce qu'il y a eu aussi une rencontre ou un déclic? Non, il n'y a pas eu de rencontre. Je veux dire, ce qui est très important, c'est que parallèlement à ma médecine et parallèlement à mes études de secondaire, moi je travaillais pendant les vacances. Donc le travail des enfants de moins de 12-13 ans, je sais. Donc je travaillais comme aide aux standardistes, je donnais des cours. Stage d'été? C'est pas des stages d'été, c'était des trucs payants parce que j'avais pas les moyens. D'accord, donc c'est des stages payants pendant les vacances. Je travaillais, donc pendant les vacances, moi je travaillais. Donc, et l'autre point, c'est que je suis curieuse de ce qui se passe. Je n'ai pas commencé que par Betty. J'ai commencé par la LESN à l'époque, où je venais donner du temps.
Mais en même temps... Donc vous avez intégré les associations existantes. Parce que je voulais comprendre. Et c'est pour ça que mon lien avec les enfants. Et c'était une institution, il y a les enfants. Mais moi, en même temps, ce qui me dérangeait, c'est que, après, j'étais à l'Anjoyeuse avant d'aller à l'UIT. Donc j'ai touché à beaucoup de choses. Mais ce qui me dérangeait, j'ai commencé en tant que soignante, mais c'était que le problème, c'est pas faire une action de charité. J'essayais de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et donc j'analysais pourquoi des enfants sont en institution. Donc je me révoltais. Je me révoltais beaucoup. Hein. Et c'était pas très apprécié à l'époque. Hein. C'est toujours pas apprécié. Et après, j'ai vu des enfants dans les rues. Et moi, à l'époque, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il y a des enfants? C'est à côté de la gare, le Belvédère, la gare Casa Voyageurs. Et je suis allée poser des questions. Et pour moi, très honnêtement, et je le dis avec beaucoup d'humilité, c'était impossible que dans le Maroc, que je connaissais, celui de la solidarité, tout le monde, que les enfants soient dans les rues. Non, je ne comprenais pas. Donc je posais des questions. Et là, j'ai commencé à essayer de comprendre. Et il y a eu, du temps de Hassan II, la première, le 25 mai, la première journée marocaine des droits de l'enfant. Et il y avait Grant de l'UNICEF, le représentant de l'UNICEF, il y avait l'LMU, c'était le OND n'avait pas encore existé, ça on appelait ça l'Association marocaine de soutien à l'UNICEF. Hein. Et donc, je me suis retrouvée là, et moi j'ai décidé de travailler sur les enfants en situation de rue. Et j'ai fait ma propre enquête, c'était pas une enquête facile. Hein. Et j'avais appelé, ils étaient plus de 2000, ils n'en encore que 2, parce que j'expliquais que l'iceberg. Et donc j'ai été, en tant que pédiatre, et ça c'est l'avantage d'être pédiatre pour vous donner le soin. C'est ça. Je suis rentrée là, à Casablanca, les centres de protection, dans tous les coins. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Et puis j'ai fait ce rapport qui a créé un buzz, parce que je ne l'ai pas mis dans le grand document, je l'ai mis dans les cartables des décideurs, sur la super tente. Et c'est celui qui a été lu le plus facilement, là. Donc, c'était avec Machine Olivetti, pas encore à l'internet. Hein. Et là, ça a créé un buzz. Parce que j'ai dit à 2 vagues de la grande mosquée, donc, parce que c'était le centre, et ça m'avait marqué. Et donc, du coup, il y a eu un rebond. Je me suis dit, j'ai écouté ces enfants, donc je dois faire quelque chose. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai pris 2 éducateurs et moi et on sillonnait les rues sans autorisation, sans rien. On s'est fait choper plusieurs fois, on s'est fait arrêter plusieurs fois, mais j'ai compris. Mais ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que je me suis dit, bon, ces enfants, ils doivent être intégrés à l'école, dans leur famille, dans la formation professionnelle. Et je me suis rendu compte que le système était défaillant. Et que le système, la famille était dysfonctionnelle, la famille avait besoin d'aide, l'école. Il fallait. Donc, si on avait un approche système, holistique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est parti de trucs pratiques. Ce que je traduis ici, c'est moi. Et c'est là où on a créé Beiti. Et Beiti, c'est un nom qui a été donné par les enfants eux-mêmes. Le logo, il est fait, c'est un toit, c'est eux qui l'ont dessiné. Et tout simplement, j'ai appris beaucoup de ces gars. Parce que j'ai appris, et je leur donnerai toute ma vie. Et je suis malheureuse. Et je suis très triste. Là, je circule et je sillonne. Après, c'est pas encore, c'est toujours là. Mais parce que ça peut pas être une ONG. C'est une réponse. C'est un projet de société. Un projet de société, un projet politique. On peut pas avoir et c'est pas en bâtissant des murs, on met pas les enfants derrière les murs, on connaît les problèmes et on doit les attaquer à la racine, on les a toujours pas attaqués. Donc là, on voit que le combat continue et ce qui m'amène à dire, parce qu'on pense toujours que il y a des choses qui se font par hasard, et moi je pense qu'il n'y a pas de hasard là. Le passage du pédiatre à Beiti aux Nations Unies, il y a toujours un trait d'union. Et est-ce que vous croyez à ce qu'on appelle l'hybridation? C'est-à-dire que on va voir une école, on va voir des enfants dans la rue, et bien on dit comment on va connecter ces gens-là pour demain rentrer dans la famille. Est-ce que ce regard un peu comment dire, holistique, où on a l'impression de faire connecter des gens qui n'ont rien à voir, finalement c'est ça la vraie réponse, que de rester en silo et on parle aux gens chacun de son côté. Ah oui, parce qu'il y a le grand problème de l'exclusion, puisqu'on parle d'enfants en situation de rue, et adultes, et même l'exclusion d'emploi, c'est qu'on a une société qui est excluante. Alors, c'est pas en travaillant uniquement avec celui qui est exclu qu'on va réintégrer une personne qu'on a renforcée avec des capacités, surtout certains ont des intelligences de survie, de débrouillardise hors pair, c'est les meilleurs entrepreneurs que j'ai vus. Donc clairement, honnêtement, ils n'ont pas fait HEC. Le film qu'avait fait Ayouch sur... Ils n'ont pas fait HEC et ils sont capables, donc ils ont cette intelligence de survie. Alors, vous développez tous ces skills, cette compétence, et vous voulez les réintégrer dans une société qui exclut. Donc vous êtes schizophrène. Donc le problème majeur, c'est comment, tout en travaillant avec, en accompagnant, en apportant le support nécessaire, pas l'assistance, pas la charité, comment on travaille sur les éléments donc, qui font que cette société est excluante.
Et si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Donc, que vous l'appelez hybridation, que vous l'appelez paquet de services, que vous l'appelez ce lien, cette chaîne, si elle n'existe pas, ça ne fonctionnera pas. Et ça, moi j'ai vu des enfants qui ont fait des parcours hors pair et qui réintégraient dans la famille, parce que réintégrer dans la famille, ça veut dire quoi? Réintégrer dans la famille quand elle est dysfonctionnelle, si on ne fait pas une analyse, que c'est ce problème économique, si on le soutient, machin, ça sert à on crée d'autres problèmes, c'est ça. Donc on fait l'autruche. Dans la rue, il y a des gamins qui ont créé des petites entreprises qui gagnent jusqu'à 500 dirhams par mois. Moi, je peux l'envoyer à faire un cours de formation professionnelle sur la menuiserie ou je ne sais pas quoi, où il gagnera 10 fois moins. Non. Donc, et là, c'est là où on s'est retrouvés. Mais alors. 500 dirhams par jour, pas 500 dirhams par mois. Oui. Comment je peux. Quel est le lien? Et donc, du coup, vous vous retrouvez à aller à la formation professionnelle. Est-ce qu'on peut être plus innovant et avec le marché de l'emploi? Moi, je ne suis pas un chef d'entreprise. C'est quoi le point qui serait facile pour que les États prennent leurs responsabilités sur ce sujet, les violences des enfants, et après on reviendra sur deux derniers points. Alors, moi je pense très honnêtement, pour les États, il y a 3 points. Et ça, c'est une discussion que j'ai avec eux. Il y a le volet économique, c'est la croissance économique qui pose un très gros problème. Vous ne pouvez pas faire une croissance économique durable, résiliente, sans investir dans le capital humain. Sans la relève. Dans le capital humain, ça commence à zéro, et ça commence dans la famille, et ça commence réellement de les considérer. Quel type d'éducation? Si, moi j'arrête pas de dire, c'est une éducation de qualité qui doit être. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a à l'école de la deuxième chance, de la troisième chance, c'est quelque chose déjà trop tard, oui. Le deuxième point, si le secteur privé, si le marché de l'emploi, si l'innovation. Je suis au Maroc, là, je viens de prendre un taxi où vous avez des jeunes qui ont cartonné, qui ont fait des licences, machin, et qui ça coïncide nullement au marché de l'emploi. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on handicape la créativité. Mais ces jeunes ont une créativité hors pair. Donc, quels sont les mécanismes qu'on fait qui font que on peut? Et on peut le faire. L'autre point qui est important, c'est que vous n'avez pas le choix. Parce que, je suis désolée, on est dans un monde globalisé et connecté. On l'a vu avec le Covid, avec l'Ukraine. Les enfants et les jeunes sont frustrés. Et ils savent tout. Et ils savent tout. Bien ou mal, ils savent tout. Ils ont au moins toute l'information. Exact. Donc, clairement et nettement, il vaut mieux les avoir à bord que les avoir contre soi. Donc, Et le dernier point qui est important, c'est que vous ne pouvez pas, clairement et nettement, faire en sorte que le capital jeunesse, qui est particulièrement en Afrique, mon Dieu, on est à pratiquement 70% de jeunes, que vous le laissez pour compte, que vous acceptiez que des enfants meurent en voyageant, en traversant. Ça veut dire que c'est Cléopâtre qui disait, je suis une femme de Cléopâtre, qui disait à ses gouvernants, elle avait fait le tour, et elle a vu que son peuple était désespéré. Et elle est venue, elle a ramassé tout son gouvernement, avec beaucoup de douceur, et elle leur a dit, écoutez, vous devez tous partir. Parce que quand un gouvernement n'est plus capable de vendre de l'espoir, il faut changer. Et là, moi, ce que je vois, c'est que c'est des jeunes désespérés, des jeunes sans illusion. Et ça, c'est très, très dangereux. Et après, bien sûr, on s'étonne. Ah oui, il y a des intégristes. Ah oui, il y a les gangs criminels. Ah oui, je suis désolée, c'est devenu une alternative. Donc, moi, je pense très honnêtement que les États, quels qu'ils soient, qui sont open mind ou dictatoriaux, s'ils veulent rester sur leur chaise, il n'y a pas d'autre solution. Et bien sûr, il y a ceux qui sont plus open mind et qui comprennent que c'est un investissement. Mais c'est faisable, très honnêtement. Et c'est pour ça que je privilégie l'approche win-win, montrer que c'est possible et que c'est faisable. Et ça, c'est capital. Et là, je reviens au multilatéralisme, parce qu'on est dans un monde globalisé et connecté. C'est important aussi que le multilatéralisme, que la coopération internationale ne soit pas réellement régie par des intérêts géopolitiques, géostratégiques, je suis désolée, et économiques. Le multilatéralisme, on a pris son grade pendant ces crises. Et on le voit, clairement et nettement. Donc là, il doit être revu et pensé. Ça pose la question de la dette mondiale. On est sur des questions de fond. Donc, si tout ça n'est pas mis en jeu, et bien sûr, des conditionnalités, clairement et nettement, mais on ne peut pas continuer à serrer dans un monde globalisé. On ne peut pas utiliser de double standard pour les enfants migrants en Europe et les enfants de couleur venant d'Afrique. Je suis désolée, il y a beaucoup trop de discrimination. C'est un moment, le monde actuellement est en train de connaître une très grave division. Et ça, c'est clair, si on revoit le multilatéralisme dans sa globalité, ça ne marchera pas. Il y avait un grand écrivain qui disait, quand on lui a posé la question, c'était quoi une femme puissante pour vous? Elle avait dit,
faut qu'elle soit patronne de Google et qu'elle ait 2 enfants. Est-ce que aujourd'hui, j'ai 2 enfants, mais je suis pas patronne de Google. Donc, le fait d'être effectivement dans le dernier carré au niveau des Nations Unies et avoir 2 enfants, est-ce qu'on peut donner un message à toutes ces femmes?